Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans les rendez-vous de l'info, notre rendez-vous de la semaine pour parler de l'actualité de ces derniers jours. Je vous propose de retrouver sans plus tarder notre invité qui nous attend pas très loin d'ici au comité du tourisme. Alors j'ai rejoint mon invité, on est à l'abri au comité du tourisme à la place de la République. On va parler de l'actualité, il s'agit de Kira Bakar Adakolo qui est président de la fédération PRG, le Parti radical de gauche, et également représentant du comité de soutien à Sylvia Pinel pour la présidentielle de 2017 de cette année. Alors bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors on va parler de l'actualité de ces derniers jours ici à Mayotte, une actualité qui a quand même été assez chargée. On va tout de suite commencer en grande pompe avec cette opération qui a été menée, cette opération d'envergure menée du côté de la commune de Chirongui pour interpeller des individus connus comme dangereux et qui se sont justement cachés dans des habitations de fortune. La police, la gendarmerie, le préfet, le procureur, tous étaient mobilisés pour pouvoir interpeller ces personnages. On regarde le reportage, on en parle juste après. C'est le plus important dispositif jamais déployé à Mayotte. 145 militaires, dont les gendarmes mobiles et le GIGN, ainsi que 15 agents de la police aux frontières assistés de moyens aériens et nautiques, ont été mobilisés ce matin. Le tout afin d'interpeller plusieurs individus qui se terraient dans ce quartier de Chirongui. Effectivement, le commandement de la gendarmerie de Mayotte a déclenché ce matin une opération de contrôle de zone sur réquisition de l'autorité judiciaire et l'autorité administrative dans la mesure où nous nous trouvons sur un secteur qui est susceptible de receler la présence d'un certain nombre de malfaiteurs recherchés, outre un nombre que nous ne connaissons pas pour le moment, de personnes en situation administrative régulière. Et c'est à ce titre que la gendarmerie a engagé ce matin et a déployé un dispositif armé par 145 gendarmes, renforcé par une dizaine de fonctionnaires de la police aux frontières, au titre de l'opération qui est en cours de développement actuellement. Au total, 13 individus ont été conduits à la gendarmerie, tandis que 10 kwassa ont été saisis. Quant à savoir si les personnes interpellées font partie des coupeurs de route, pour l'heure, les gendarmes ne peuvent en juger. J'attends que le résultat des recherches qui sont en cours nous permette de l'affirmer, mais eux, comme d'autres délinquants, sont effectivement susceptibles de se cacher dans ce type d'endroit. L'objectif est bien de démontrer qu'aucune zone dans le département ne peut servir de zone de repli et surtout constituerait une zone de non-droit. Nous continuerons à exercer l'autorité de l'État et à faire respecter la loi en tout point du département, même dans les zones qui peuvent paraître les plus difficiles d'accès. Cette nouvelle opération coup de poing n'est pas passée inaperçue dans la commune et les personnes qui ont répondu à nos questions ont semblé ravies de voir ce type de dispositif déployé dans ce quartier. Mana ze maori tsisira manzari ilanei mugendre wandeha rizanakane mandeni asa tsisira na bura garndeu atonde mehemei garnde vaki ndeu retaptapa ndeu angalarde kartasinei rande tabengalar ndeu ze yantana na Chirongui ngatsitara manzari. Après Tanafou qui a beaucoup marqué les esprits, il conviendra désormais de parler également de Nyambani. Et cela ne pourrait être là qu'un début. Plus de 150 policiers, gendarmes, tout confondus. Alors on a vu une opération d'envergure, une première ici à Mayotte pour interpeller des personnes recherchées. Kira, vous en pensez quoi de ce genre d'opération aujourd'hui à Mayotte ? Alors, moi je crois que ce genre de type d'opération doivent se multiplier sur le territoire parce que on voit que c'est à Nyambani, sur la commune de Chirongui, mais sur Tanafou, sur d'autres zones, notamment la Petite Terre, où, à mon avis, il y a une implantation d'occupation illégale et de personnes qui manifestement vivent dans le banditisme, ce phénomène s'accroît à Mayotte.
Donc un phénomène qui par ailleurs fait intervenir des personnes, souvent en situation irrégulière, qui squattent des terrains de manière illégale. Donc moi je pense que effectivement il y a eu une grosse mobilisation des forces de l'ordre ainsi que de l'administration d'État pour rechercher ces personnes, ces malfaiteurs. Et voilà, donc... Et même le GIGN qui était sur place, donc on se rend bien compte que c'est quand même, c'est pas n'importe quelle opération, c'est vraiment une grosse donc opération. c'est une opération commando. Mais bon, moi je pense que les forces de l'ordre doivent faire régner ici l'état de droit. Parce qu'on a l'impression que Mayotte n'est plus, est un no-man's land, n'est plus un état de droit. Chacun se permet de faire ce qu'il veut. Donc c'est une très bonne chose que l'ordre soit rétabli sur un territoire qui constitue quand même le 101e département de France. Quand on sait que la France est un pays de droit, mais aussi un pays de liberté. Donc quand on voit que des personnes ne peuvent pas jouir de leurs biens, les terrains par exemple qui sont squattés par des personnes, il est grand temps que l'État, que les services de l'État interviennent de ce type pour faire régner l'ordre dans ce territoire, dans ce département français. Alors justement, on a vu dans le reportage également ces habitants de la commune de Chirongui qui se réjouissent de ce qui a été mené dans leur commune. Aujourd'hui, la population mahoraise a besoin de ça. On a l'impression qu'à un moment donné, ils attendent justement que ce genre d'opération soit menée. Là, on était à Chirongui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager, est-ce que selon vous, il faudrait envisager d'autres opérations dans tout l'ensemble de Mayotte ? Et à quelle échelle et à quelle fréquence? Bien entendu, quand il y a des problèmes publics de cette nature, l'État, les forces de l'ordre doivent être déployées pour régler la situation. S'il y a des bandits qui sévissent, comme c'est le cas des coupeurs de route, comme c'est le cas des personnes qui occupent des terrains de manière illégale, l'État et ses organes opérationnels doivent intervenir à l'échelle qu'il faut, mais pour faire régner l'ordre, pour que la population qui vit dans ce territoire retrouve la quiétude et la vie de manière normale. Ce n'est pas normal que sur un territoire comme le Mayotte, de connaître des îlots de banditisme au sud, au centre, à l'ouest, partout sur le territoire de Mayotte. Vous imaginez que vers 19h30, j'ai quitté Mamoudzou pour rentrer chez moi. Je me suis dit que je ne vais pas passer à Vaïbé parce que je risque ma vie. J'ai dû faire la moitié du tour de Mayotte pour que je puisse rentrer chez moi en toute sécurité. Donc, nous sommes arrivés à une situation où personne n'est à l'abri d'une attaque. Personne n'est à l'abri d'un vandalisme, personne n'est à l'abri d'une agression physique très grave. Donc il faut que l'État et ses services, les forces de l'ordre de n'importe quelle nature puissent intervenir afin de faire régner l'ordre sur ce département. Alors surtout quand on parle d'agression, on a vu des choses nouvelles arriver ici à Mayotte. On a parlé également de homejacking, ces personnes qui s'introduisent dans les maisons, qui s'en prennent aux habitants, qui les ligotent, qui les pillent et puis s'en vont comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on assiste quand même à du grand banditisme. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui les choses se détériorent à une vitesse impressionnante? Effectivement, nous avons depuis quelques années basculé à une situation de violence très 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 grave à Mayotte. Par contre, pour ne pas verser dans la rhétorique de la violence, moi je crois que c'est la résultante de la prise en charge sociale d'un certain nombre de catégories de population qui n'a pas d'occupation finalement, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de formation, qui n'a pas de conditions de vie dignes pour permettre de s'insérer dans la société. Même si ces populations, cette catégorie de population émane de l'immigration clandestine, parce qu'il ne faut pas nous le cacher, si on a connu une période sans cette ampleur de violence, c'est parce que
il n'y avait pas, dans les années 80 et jusqu'à la moitié des années 90, il n'y avait pas une forte pression démographique sur Mayotte. Donc vous parlez plus d'une délinquance de survie, c'est ça? À mon avis, je crois que c'est ça. Parce que je pense que si ces personnes-là étaient bien insérés dans la société, c'est-à-dire que s'ils étaient bien formés à travers les écoles, à travers les centres de formation, et qu'ils étaient insérés professionnellement, c'est-à-dire s'ils occupaient un emploi, ma foi, je ne pense pas que quelqu'un qui gagne dignement sa vie allait plonger dans... On n'est plus dans du vol pour se nourrir, on est quand même dans du vol de matériel sophistiqué, de choses quand même assez... Est-ce qu'on peut parler toujours de survie dans ces proportions-là, Kira? Alors, ça commence certainement par la survie, et après ça touche son extrême, et ça se transforme en grand banditisme organisé qui, c'est vrai, de plus en plus on apprend que les véhicules sont cambriolés, sont volés, voilà. Donc bien sûr, chaque phénomène a un début et a sa progression et sa finalité. Donc, à mon avis, c'est cette violence. Vous savez, on ne vole jamais parce qu'on ne naît pas voleur. On le devient par la force des choses, j'allais dire. Par le fait que, bon, vous n'avez rien à manger, vous n'avez rien à vous distraire, et donc vous cherchez, on tombe à terme dans le grand banditisme organisé pour pouvoir faire de la contrebande et gagner sa vie de manière facile, on va dire. Alors on va maintenant parler d'un autre sujet, Kira. On va parler du côté de la CSSM, la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte, avec cette journée de grève qui a été menée ici en soutien à l'appel qui a été lancé au niveau national. Des agents qui ont grévé, qui ont fait la grève pendant une journée, mais on verra ce que ça donne. On regarde ce reportage, on en parle après, Kira. Nouveau mouvement de grève à Mayotte, mais cette fois du côté de la Caisse de Sécurité Sociale. Ce matin, les agents se sont retrouvés place de la République en soutien à un appel lancé au niveau national. Écoutez, c'est un mouvement de grève à l'appel de Force ouvrière et de la CGT au niveau national. Donc aujourd'hui, nos revendications se portent essentiellement sur l'augmentation de la valeur du point d'indice. Vous savez très bien que la valeur du point d'indice a été gelée depuis 2010 et qu'il va falloir que le gouvernement accepte d'augmenter cette valeur du point afin qu'on retrouve la sérénité et la paix sociale dans toutes les caisses, aussi bien à Mayotte qu'en métropole. Et donc aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes en mouvement de grève, nous répondons à l'appel national. La question des salaires est au cœur de ce nouveau conflit. Mais cette fois, la problématique n'est pas propre au département. Les négociations se tenaient donc au niveau national et les agents du département attendent désormais les retours de la part de leurs représentants syndicaux. Nos organisations syndicales nationales sont en négociation avec l'employeur. Nous sommes régis par une convention collective et dans cet article 20 de la convention collective, les employeurs et les organisations syndicales se retrouvent chaque année pour réévaluer et négocier la rémunération. C'est-à-dire qu'ils étaient en négociation en novembre, en décembre, ça n'a pas abouti. Donc ils reviennent sur la table des négociations sur le salaire qui va s'appliquer dans toutes les caisses de sécurité sociale de Mayotte. À la suite de cette journée de négociation, nous attendrons les comptes rendus qui viendra du national et par la suite nous aviserons de la suite du mouvement. Mais c'est une grève d'une journée, ce n'est pas une grève illimitée. Le travail va reprendre dès demain, même si en cas d'échec des négociations, la possibilité d'un mouvement illimité n'est pas à exclure, en France métropolitaine comme à Mayotte. Alors le gel des salaires depuis maintenant plusieurs années, ça commence à peser lourd pour les salariés, les agents de la CSSM. Et justement, c'est la raison pour laquelle ils se sont manifestés, ils sont descendus dans la rue pour pouvoir demander à ce que on y remédie. Alors que vous en pensez quoi de ce mouvement? Qu'est-ce que ça vous inspire, Kira? Alors, ce que m'inspire ce mouvement, c'est que jusqu'à maintenant, la population de Mayotte, de façon générale, attend toujours l'égalité républicaine, réelle ou sociale, comme on dit. Ce sont des agents de la fonction publique de la Caisse nationale de sécurité sociale qui revendiquent ni plus ni moins
que l'égalité en termes de traitement salarial. Ils sont sur la rue pour revendiquer l'évolution du point d'indice salarial qui a été gelé depuis 2010, il me semble. Moi, je leur donne tout à fait raison, parce que j'en suis sûr, je ne suis pas le DRH de la CCM, mais je sais que ce sont des agents bien formés, qui remplissent parfaitement leur travail, qui font parfaitement bien leur travail, d'autant que tous les moyens ici sur le territoire, sur le département de Mayotte, ne sont pas mis en place pour que leur travail soit réalisé de manière optimale, parce que bon, vous savez très bien que le service est concentré sur un même site, et donc ce sont des agents qui travaillent dans des conditions très difficiles par rapport aux autres départements de Navarre et d'Outre-mer, et maintenant ils subissent une discrimination en termes salariales. Donc ils ont tout à fait, ils sont dans leur bon droit de réclamer l'évolution de leur carrière, leur évolution salariale et des conditions de travail optimales pour réaliser leur mission de service public de la meilleure façon. Alors, autres agents qui sont complètement en colère, qui sont mécontents de leur situation, ceux de la CAPAM qui envisagent une grève. Un préavis de grève a été justement déposé en ce sens et qui devrait prendre effet ce lundi. On regarde le reportage de Kira, on en parle juste après. Ce n'est pas un secret, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte traverse une période critique financièrement parlant. L'une des causes principales est l'arrêt du versement des subventions de la DAF et du conseil départemental à la CAPAM. Ils ont passé le relais à l'Europe. En effet, en 2015, le programme de développement rural de Mayotte a été approuvé par la Commission européenne pour aider le développement de l'agriculture et du milieu rural. 60 millions d'euros ont été débloqués pour la période 2014-2020. Mais à l'heure actuelle, et alors que plus de la moitié du chemin a été parcouru, les agriculteurs n'ont toujours pas reçu ces fonds censés les aider. La CAPAM se voit donc dans l'impossibilité de remplir ses missions. Les salaires ne sont plus versés à la fin du mois comme avant. Et il vit au rythme inconsidérable le fait que même les photocopieuses, on compte les feuilles. Si on ne subventionne pas l'institut alors qu'il est habitué, il faut le dissoudre. Que ce soit clair. Ou ça ne marche pas. Mais on ne peut pas être dans l'intermédiaire. Un manque d'anticipation du changement des financeurs. L'outil des agriculteurs qu'est la CAPAM voit donc son avenir compromis. Et si la question financière se pose, celle du statut également. Le fait qu'on nous dit qu'on est sur tutelle renforcée, contrôle renforcé, on ne sait pas quel statut maintenant la CAPAM. On doit avoir de la rigueur, de bonne gestion et aussi que l'État soit clair. Et pour Ali Ambodi, le président du MODEF Mayotte qui défend les intérêts des petits exploitants familiaux, le développement de Mayotte passe par l'agriculture. Un accompagnement est donc nécessaire afin de relancer cet outil économique. La première branche d'un territoire, c'est l'agriculture. Donc si l'agriculture est délaissée, vous comprenez. Et notre organisation syndicale s'est dit qu'on ne va pas s'arrêter, on va toujours continuer à faire en sorte que les choses bougent. Parce que si certaines organisations, on leur dit de se taire, nous on ne va pas se taire, on va faire en sorte que les choses bougent. On n'accepteront pas parce que si nous restons le bras croisé, c'est l'agriculture mahoraise qui va disparaître et c'est l'objectif de certains. Les salariés de la CAPAM ont rencontré le préfet aujourd'hui. Beaucoup espèrent que ce dernier entendra leur cri d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Alors une grève qui se prépare du côté de la CAPAM avec des agents qui aujourd'hui n'en peuvent plus de leur situation. Une situation très compliquée a priori. Kira, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Alors, moi j'ai envie de dire qu'il est quand même déplorable que dans tous les secteurs de la vie socio-professionnelle, on ait l'impression qu'il faut faire grève pour obtenir des droits ou des conditions d'exercice de son activité pour se développer.
Je crois savoir, bon, parce que j'ai été par le passé attaché parlementaire européen, je connais un petit quand même le cheminement des dossiers européens. Je crois savoir qu'il y a 60 millions d'euros qui ont été alloués dans la programmation 2014-2020 pour le développement de l'agriculture à Mayotte. J'ai cru comprendre que les subventions ne tombent pas à la CAPAM pour que ce secteur puisse être lancé. Par contre, j'observe que la gestion, enfin l'autorité de gestion des fonds européens émane encore une fois de la préfecture, de la représentante de l'État. Donc ici, donc on a l'impression que l'État est en train de bloquer. Carrément bloqué pour vous, c'est. En tout cas, c'est voulu. C'est l'impression qu'on nous donne, parce que quand vous avez 60 millions d'euros qui sont alloués, qui sont fléchés pour l'agriculture, pour le développement agricole, et que ces fonds-là ne soient pas versés aux services compétents, in fine aux agriculteurs qui doivent les utiliser pour relancer leur activité, on ne voit pas la raison pour laquelle il y a ce blocage. Il est temps maintenant que les autorités publiques, les pouvoirs publics libèrent les énergies ici à Mayotte pour qu'enfin l'activité économique démarre dans tous les domaines. Il n'y a pas que l'agriculture. C'est vrai que l'agriculture est un secteur essentiel de la vie économique, de la vie sociale, parce que les Mahorais, à la base, ce sont des cultivateurs qui vivent de l'agriculture. Mais aujourd'hui, on connaît ce qu'on appelle la vie chère. Si, par exemple, le secteur agricole était subventionné de manière suffisante, on aboutirait à une production agroalimentaire comme par exemple à La Réunion, qui relance l'économie dans tous les secteurs, qui crée des emplois et qui réduit le coût de la vie finalement. Parce que quand vous produisez localement, vous n'avez pas forcément le coût de production qui vous revient quand vous importez des produits. Mais justement, on a beaucoup parlé de ça, du fait de réduire les importations et puis de consommer plutôt local, mais on a du mal, on n'y arrive pas, Kira. C'est pour cette raison que je vous parle de blocage. Il y a certainement un blocage quelque part. Il y a quelque temps, l'Europe a annoncé l'organisation des filières. Il peut y avoir des difficultés, notamment liées au fait que notre type d'agriculture est plutôt vivrier, mais il y a d'autres moyens de pouvoir relancer ce secteur, notamment par les coopératives. Ça, c'est pas l'État. Mais si, tout à fait. Il y a une volonté qui doit venir aussi des Mahorais, des élus, une promotion de cette agriculture dont vous parlez, Kira. Quand je parle de la responsabilité de l'État, c'est l'État dans tous ses strates. La chambre d'agriculture, la CAPAM est une chambre d'agriculture qui relève de la sphère publique. Maintenant, il est temps que ces administrations puissent accompagner, puissent fassent comprendre aux agriculteurs qu'il faut mutualiser les moyens, qu'il faut se constituer en coopérative de manière à structurer les filières. C'est de cette façon que l'Europe pourra soutenir au mieux les agriculteurs et les filières agricoles et agroalimentaires. Alors c'est ici que s'achève la première partie. Merci Kira d'avoir répondu à toutes les questions. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. On se retrouve juste après la pub. À tout à l'heure. Salut à tous, salut à tous, salut à tous. Bienvenue dans cette émission Monte le son. Soyez la bienvenue dans cette émission Monte le son. Que du son, que du bonheur, que des hits, que des nouveautés. Donc on va vous faire rêver. Retrouvez-nous dès 15h sur vos écrans. C'est à la radio ainsi que à la télé. Poésie FM 106.9. C'est Monte le son. On
On est de retour pour la deuxième partie des rendez-vous de l'info. On est toujours avec notre invité, Kira Bakara Dakolo, qui est président de la fédération du PRG, le Parti radical de gauche, et qui soutient également Sylvie Pinel, qui est candidate à la présidentielle pour cette année. Kira, on continue à parler de l'actualité avec vous. On va maintenant parler, Kira, de l'érosion des sols, un phénomène qui aujourd'hui a des conséquences néfastes à Mayotte, notamment sur le lagon, mais également des conséquences démographiques. On va voir pourquoi cette érosion est problématique ici à Mayotte dans ce reportage et on en parle juste après. Engendrer une prise de conscience collective sur le phénomène de l'érosion des sols et d'envasement du lagon à Mayotte. C'est le but du projet Les Élames qui a débuté en 2015 et qui se terminera à la fin de cette année. Hélène Lousteau, des naturalistes, nous en dit plus sur les 3 objectifs majeurs de ce projet. Le premier, c'est d'arriver à mesurer l'érosion, de quantifier en fait la quantité de terre qui part dans le lagon. Donc pour ça, il y a un observatoire de l'érosion qui a été mis en place sur 3 bassins versants de l'île, à M'Tsamboro, Dzoumogné et sur le Salimbe. Le but, c'est aussi de mettre en place des bonnes pratiques de remédiation. Donc en milieu agricole, c'est des pratiques d'agriculture de conservation et de restauration des sols, comme ça peut être le paillage, l'utilisation de couvertures végétales, des choses comme ça. Et il y a une 3e partie qui est de vraiment communiquer et sensibiliser les populations sur ce phénomène-là et les conséquences que ça peut avoir sur Mayotte. Et les conséquences de l'érosion sont multiples. Il y a des impacts en milieu agricole avec une baisse de la fertilité des sols et donc des rendements. Peut aussi y avoir l'apparition de PADZA, donc des terres qui deviennent totalement stériles et inutilisables. Sur le lagon, l'érosion entraîne une destruction des coraux puisque ça trouble l'eau et les coraux ont besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir vivre. Et du coup, qui dit destruction des coraux dit aussi diminution des ressources halieutiques et des ressources de poissons à Mayotte, ce qui peut avoir du coup plein de conséquences économiques négatives, notamment sur des activités comme la pêche ou l'agriculture. En milieu rural, des pratiques ancestrales permettent de limiter efficacement l'érosion des sols. L'année dernière, les naturalistes de Mayotte, qui s'occupent de la partie sensibilisation et communication du projet Les Élames, ont mis en place des ateliers auprès des agriculteurs, mais aussi des élèves du lycée agricole de Coconi. Le but était de leur montrer les bonnes pratiques agricoles, mais également de leur expliquer les conséquences de l'érosion, notamment sur la fertilité des sols. Mais les impacts de ce phénomène ne se limitent pas au milieu rural. En milieu urbain, il y a aussi des conséquences graves de l'érosion, notamment les coulées de boue, des détériorations du bâti, détérioration des routes ou des réseaux d'assainissement. Donc ça augmente aussi tout ce qui est coût d'entretien. L'année dernière, la campagne de mesure de l'érosion sur la saison des pluies 2015-2016 a montré que à M'Tsamboro, donc il y a un bassin versant assez urbanisé, 95 tonnes de terre sont parties directement dans le lagon. Et puis on a mis ça en parallèle avec l'érosion qui était sur le bassin versant de Dzoumogné, qui est essentiellement agricole. Et on s'est rendu compte que l'érosion était vraiment très importante en milieu urbain. Et en milieu urbain, des techniques de plantation permettent de limiter les coulées de boue et l'érosion. Cette année, les naturalistes organiseront donc des ateliers directement dans les villages auprès des riverains, afin de leur expliquer ces bons gestes de lutte contre l'érosion. Il reste à espérer que citoyens et agriculteurs joueront le jeu. Ce qui est sûr, c'est que du chemin reste à faire pour trouver l'adéquation durable entre le développement de l'agriculture, de l'habitat et de la qualité du milieu lagonaire. Alors cette étude qui a été commandée par la DEAL au BRGM pour justement prévenir, pour trouver des solutions à comment limiter les conséquences de cette érosion sur le lagon, également sur la population. Vous en pensez quoi, Kira? C'est des choses dont il fallait parler à un moment donné? Ah oui, je pense que depuis un certain temps, devant le problème de l'explosion démographique, il fallait que les pouvoirs publics, à un moment donné, fassent une information très large en direction de la population pour prévenir ces situations.
là où nous en sommes, je pense que les municipalités, dans leur ensemble, devraient vraiment prendre ce problème, prendre le taureau par les cornes, parce que le plan d'occupation des sols, ce qu'on appelle comment on appelle ça, en tout cas, bon, le document qui a suppléé le plan d'occupation des sols, le PLU, voilà. Les maires sont responsables des PLU, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme. Et Dieu sait que c'est l'urbanisme qui provoque, la mauvaise urbanisation qui provoque les érosions du sol, et que ces municipalités doivent faire un travail en partenariat avec la DEAL, avec les polices de l'environnement, pour vraiment arrêter ce phénomène de destruction de la nature qui a des conséquences sur le lagon, qui a des conséquences sur le glissement de terrain et le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous sommes face à une pénurie d'eau à Mayotte qui est certainement liée à ce phénomène-là d'érosion des sols. Donc, vous voyez les conséquences qui surviennent quand l'activité humaine n'est pas contrôlée et quand on ne prévient pas suffisamment et qu'on ne contrôle pas suffisamment ces types de dangers. D'accord ? Donc il est temps, parce que si ça continue, je crois qu'il y aura des conséquences beaucoup plus graves que celles qu'on connaît aujourd'hui. Alors là, vous parlez du rôle des autorités, des élus en matière de prévention et pour trouver des solutions justement pour anticiper certaines choses. Aujourd'hui, il faut aussi voir du côté de la population, il faut aussi responsabiliser peut-être aussi les Mahorais à certaines problématiques. On le voit, on parle d'érosion des sols. Est-ce qu'aujourd'hui les Mahorais sont conscients que ça peut être problématique pour leur vie à Mayotte, pour leur bien-être, ou alors plutôt on a une population qui pour la plupart est préoccupée, a des préoccupations quotidiennes qui sont loin de toutes ces questions qui quand même peuvent avoir des conséquences graves après. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'à un certain moment, depuis un certain temps, que les autorités publiques fassent une large information pour sensibiliser la population au danger de ces phénomènes naturels, enfin, de ce phénomène causé par l'activité humaine. Il n'y a pas que la sensibilisation, il y a aussi des actions qui peuvent prévenir. L'urbanisation constitue également à construire des logements qui permettent, qui empêchent la population d'aller construire sur des zones à risque, et empêcher ces érosions de sol. D'accord ? Il est grand temps que le logement puisse être réfléchi de manière à ce qu'on ne construise pas partout, surtout pas au bord des ravines, au bord des rivières ou au bord des falaises qui mènent sur les plages. D'accord ? Donc il est grand temps qu'on réfléchisse vraiment à une urbanisation, à une construction de logements qui empêche ce type de destruction. Alors prévention, est-ce qu'il faut aussi parler de répression pour vous, Kira ? Tout à fait. Je crois que le code de l'urbanisme prévoit des sanctions, prévoit de la coercition pour les personnes publiques ou privées, morales qui ça donne à ce n'est pas pour rien que le principe de pollueur-payeur a été érigé sur le plan international, je crois, avec les traités internationaux. Alors on va maintenant parler de culture, Kira, avec le débat qui s'exporte, qui est mis à l'honneur même à Paris très prochainement. Le débat, cette danse traditionnelle que l'on connaît particulièrement à Mayotte et qui a fait l'objet justement d'une étude, qui a fait l'objet d'un projet très apprécié, la Maison du débat qui a été installée à la place de la République, pas loin d'ici, c'était en 2015. On regarde un petit peu le reportage, Kira, et on en parle après. Distingué en 2009 par le prix France Musique, le débat est aujourd'hui considéré comme un emblème de la culture mahoraise.
En effet, des milliers de femmes de l'île aux parfums s'adonnent avec joie et élégance à cet art chorégraphique, comme Amina. Et pour elle, le débat est avant tout un moment de bonheur qui se passe en famille. Quand je chante le débat, j'ai une sensation de me libérer, de m'évader. C'est mon truc à moi, en fait, que personne ne peut me la reprendre. Et à tout moment, il sera toujours là pour moi. Donc c'est une sorte de lot de consolation, en fait. Tout à l'heure, je chantais à côté de ma maman. Quand ma maman est là, c'est comme une sorte de force. Je puise en elle, je puise en eux toutes. Il y a mes tantes, il y a mes soeurs, il y a mes cousines. Donc c'est un truc que je ne peux pas faire tout seul. Quand elles sont là, elles me redonnent confiance en moi. Elles me redonnent confiance, elles me donnent l'envie de pouvoir continuer et de toujours être de plus en plus à la hauteur. En effet, le procédé de création du débat fait se rencontrer plusieurs générations entre elles qui collaborent ensemble pour créer le meilleur débat possible. Et Elena Bertuzzi, notamment chorégraphe et ethnomusicologue, s'intéresse de près à cet art musico-chorégraphique. Elle a donné ce midi une conférence dansée à ce sujet. La chercheuse en art nous en dit plus sur la gestuelle utilisée par les danseuses. C'est une gestuelle plutôt minimaliste, mais extrêmement raffinée. Moi, je la trouve extrêmement raffinée, qui mobilise le haut du corps et les bras. Mais il faut savoir aussi que la posture elle est légèrement contraignante parce qu'on est légèrement en déséquilibre vers l'arrière. C'est vrai que c'est les jeunes qui dansent, mais c'est pas pour rien, parce que moi, que je ne suis plus très très jeune, que je danse quand même, je sens la difficulté à garder cette position de base qui est sous-jacente au débat. Donc c'est vraiment une lutte permanente avec une posture contraignante et une qualité gestuelle qui doit être la plus belle et la plus aérienne possible. Et le débat n'est pas qu'une danse, c'est aussi un chant dont les textes sont puisés dans les répertoires des poèmes soufis. Cette pratique s'inscrit donc dans les valeurs et le comportement moral de la culture mahoraise. En 2015, Elena Bertuzzi et Laure Châtrefou avaient installé la Maison du débat, place de la République. Construit comme un labyrinthe de voiles transparents, 4 films sur le débat étaient projetés, immergeant le spectateur dans les images. Et cette année, l'Institut du monde arabe, situé à Paris, fête ses 30 ans et organise pour l'occasion un panorama général de toutes les pratiques artistiques qui touchent à la culture islamique. L'installation mise en place en 2015 a donc toute sa place dans cet événement. Et l'Institut du monde arabe lui a réservé une place d'honneur, notamment dû au fait que les projets artistiques mobilisant des femmes dans l'art arabe sont rares. Pour Amina, qui a participé aux films qui seront proposés, à travers le débat, c'est bien Mayotte qui est mise en valeur. Pour moi, c'est pas notre association, mais c'est Mayotte qui est mise en avant. Et c'est notre culture aussi qui est exposée à l'extérieur. Peut-être que grâce à ça, d'autres personnes vont avoir l'envie de venir découvrir l'île, de fermer peut-être aussi tout ce mauvais côté qu'on a vu de Mayotte récemment et surtout sur Internet. Peut-être que ça va donner envie à d'autres personnes et que ça va peut-être masquer tout ça. Ça va donner notre vision de Mayotte, une vision beaucoup plus agréable que ce que l'on voit tous les jours, qu'on entend aux journaux. L'Institut du monde arabe de Paris, qui a pour but de faire connaître ou mieux connaître au public français et européen l'apport du monde arabe à la civilisation universelle, accueillera donc un bout de Mayotte de mars à juillet prochain. Une bonne nouvelle pour l'île aux parfums. Le débat mis à l'honneur les femmes mahoraises aujourd'hui qui incarnent cette danse traditionnelle et qui aujourd'hui vont montrer qu'à Mayotte, il y a des belles choses qui se font. Kira, c'est quand même une très bonne chose pour nous, Mahorais et Mahoraises. Alors, vous savez, la culture, c'est une très belle chose et que il y a un grand philosophe qui a dit que la culture, c'est ce qui reste quand on n'a plus rien. Quand vous n'avez plus rien de votre richesse, ce qui vous reste. Et donc, la culture mahoraise est une culture exceptionnelle dans le monde qui, plus est, fait partie du syncrétisme religieux et des spécificités des croyances locales. Si vous vous renseignez bien, vous vous apercevrez que le débat, à l'instar aussi de Moulidi, n'existe que très peu dans le monde.
Et franchement, c'est une richesse qui fait partie de la diversité culturelle et de la diversité de la richesse locale. Et moi, je remercierai carrément toutes les femmes depuis un certain nombre d'années qui véhiculent cette culture au niveau international. Les femmes qui partent en Tunisie, au Brésil, partout dans le monde pour exposer, pour faire partager cette culture à l'extérieur. Maintenant que l'IMA, l'Institut du monde arabe, consacre la reconnaissance de cette culture singulière, particulière à Mayotte, dans la communauté nationale, au travers de cet excellent outil qui est l'Institut du monde arabe, j'allais dire, c'est la cerise sur le gâteau. Hein, et puis j'entrevois quand même un certain signe de reconnaissance de la République, parce que l'Institut du monde arabe est un institut français, hein, qui enfin reconnaît sa part, hein, arabo-musulmane de sa nation dans l'institut qui veut véhiculer la culture du monde arabo-islamique. Donc, et que Mayotte en fasse partie, c'est encore un plus grand honneur pour nous. Donc, moi j'ai envie de dire que Mayotte est à l'honneur. Et puis ça leur revient, ça nous revient, hein, parce que... Et comme disait la jeune fille, hein, ça va changer un petit peu peut-être l'image qu'on a de Mayotte ces derniers temps, qui quand même été assez éraflée par tous les événements que l'on connaît, délinquance et autres, qui ont quand même beaucoup porté préjudice à l'île au Lagon. Hein. Tout à fait. Bien que ce soit une manifestation para-religieuse, hein, de l'aspect culturel de Mayotte, je pense que ça fait partie du folklore, des éléments qui donnent du charme à notre territoire et qui permettent aux gens d'apprécier, nous-mêmes d'apprécier et les autres d'apprécier également cette singularité culturelle. Alors maintenant, Kira, se focaliser un petit peu sur vous, sur votre parcours, sur votre action sur Mayotte, notamment en tant que président de la fédération du PRG, on l'a dit tout à l'heure, mais surtout on va parler de ces primaires de la gauche qui sont imminentes, qui sont donc 22 et 29 janvier. Aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Alors, confiant ? Moins ? Je me sens très confiant, oui. Parce que pour avoir un peu sillonné Mayotte, contrairement à ce que l'on pense, les Mahorais ne rejettent pas du tout la gauche. Les Mahorais sont sensibles à des questions de revendication sociale, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Il y a beaucoup, vous avez vu tout au long de l'émission, que les revendications sociales sont très criantes sur le territoire. Et donc, le peuple de gauche de Mayotte est très attentif à ce scrutin interne, et nous allons l'aborder en toute tranquillité. Nous allons essayer de mobiliser le plus grand nombre d'électeurs pour faire honneur à la gauche ici à Mayotte. Alors vous dites d'avoir sillonné Mayotte, que les Mahorais ne rejettent pas la gauche. On va revenir sur cette visite qui n'est pas passée inaperçue, dont tout le monde a parlé, que ce soit à Mayotte au niveau national, la visite de Marine Le Pen quand même, qui a été accueillie en grande pompe ici à Mayotte. Vous en pensez quoi de ça ? Par exemple, vous qui êtes pour la gauche, là, l'extrême droite qui quand même a montré qu'elle avait quand même des partisans, des personnes qui étaient prêtes à voter pour elle. Comment vous le vivez, Kira ? Alors, Marine Le Pen a profité de la situation de détresse des Mahorais sur le plan de la sécurité, sur le sujet de l'immigration clandestine, pour faire son fonds de commerce ici. Hein. Elle est venue, à mon avis, faire de la démagogie à Mayotte ici, parce que je ne pense pas que Marine Le Pen, présidente de la République, qui sera soumise aux lois existantes et aux institutions, pourra régler la situation de la sécurité et de l'immigration clandestine à Mayotte. Je pense que les Mahorais devraient faire confiance à l'État républicain, hein, que ce soit celui de la gauche ou de la droite, pour espérer
le solutionnement des problèmes qu'ils connaissent dans les années à venir. Pour ce qui nous concerne au Parti radical de gauche, nous sommes parfaitement sensibles à ces questions. C'est la raison pour laquelle notre candidate à la primaire de la gauche, Mme Sylvia Pinel, a fait de la question de la sécurité pour tous un enjeu majeur national, mais particulièrement ici à Mayotte. Elle s'est engagée dans son programme présidentiel pour le renforcement sensible des moyens de lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine, en augmentant les effectifs de contrôle, en augmentant aussi les moyens matériels pour en venir à bout. Ce n'est pas tout. Elle propose aussi un développement autocentré sur l'ensemble des Outre-mer qui puisse prendre en compte les ressources locales pour faire démarrer les économies afin de réduire le chômage et le coût de la vie cher dans les Outre-mer. Donc notre candidate à la primaire de la gauche propose un package à la fois sécuritaire et économique pour régler les problèmes au niveau des Outre-mer. Alors pour ces primaires de la gauche, 7 candidats sont listes, donc quand même certaines personnalités bien, avec un CV quand même bien chargé, avec bien connu de la population. Manuel Valls, on l'a vu, ancien Premier ministre, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Est-ce que Sylvia Pinel, pour vous, a toutes ses chances ou aujourd'hui vous envisagez peut-être qu'il faudra passer à notre candidat au second tour notamment? Vous savez, la politique, c'est aussi une affaire de stratégie. Je vous rappelle qu'en 2011, le PRG avait participé aux primaires de la gauche, même si elles n'étaient pas organisées ici. Mais comme il y a plusieurs candidats, très peu peuvent espérer arriver en tête. Et la stratégie a fait que nous avions passé des alliances avec celui qui était vainqueur et ce qui avait permis à notre parti de faire partie du gouvernement. Je vous rappelle que Mme Sylvia Pinel a elle-même été 3 fois ministre, elle a occupé 3 portefeuilles ministériels lors de cette mandature. Donc vous allez voir ce qui va se passer à partir de ce dimanche 22 janvier. Toutes les stratégies seront mises en place pour que d'abord l'unité de la gauche soit manifeste et que les chances de la victoire soient données au candidat qui sortira pour que on puisse contrecarrer la démagogie de Marine Le Pen. Merci beaucoup en tout cas Kira. On suivra de très près cette primaire de la gauche. Donc on saura qui est le candidat le 29 janvier normalement ou les heures à suivre après le scrutin. On en parle après peut-être on vous aura sur nos antennes pour faire le point sur ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. C'est ici que s'achève donc cette émission Les Rendez-vous de l'Info. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouvelles infos toujours sur KTV. Bonne soirée à vous. Se toucher les yeux et ce petit sourire qu'on ne pouvait plus cacher. Tes yeux si beaux semblaient déjà me dire tu viens, je t'emmène. Là où le mal n'existe pas, je t'emmène. Là où le vent ne souffle pas, je t'emmène. Là où le feu ne brûle pas, oh, je t'emmène. Ne t'en fais pas, on ira où tu voudras, mais ne t'en fais pas, on fera ce que tu voudras. Je t'emmène, viens, viens, je t'emmène, viens, viens, je t'emmène, oh, je t'emmène, viens, viens, je t'emmène là où tu voudras, je t'emmène. Là.